Bienvenue à tous dans ce nouveau décryptage des marchés en compagnie d'Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco. Alain, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous connaissez la musique, on va procéder à un petit tour d'horizon des thèmes de marché avec la synthèse des indicateurs d'AGS Patrimoine. Plus un thème reçoit une note élevée, plus il revêt d'importance aux yeux des investisseurs. Les notes vont de 1 à 5. Alors peu de grands écarts par rapport à notre dernière émission. Les matières premières passent de 3 à 2, c'est-à-dire au même niveau que les bénéfices par action. Les devises, l'inflation demeure à 3. La croissance reste à 4 et la politique monétaire l'y rejoint en montant d'un cran. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce panorama que dressent les indicateurs de marché d'AGS Patrimoine en estimant que la croissance et la politique monétaire sont les deux thèmes prévalents? Oui, je pense effectivement depuis quelques semaines, pour la croissance, ça fait déjà plus que quelques semaines, mais pour la politique monétaire, c'est effectivement le sujet. Parce que, ça fait un moment qu'il y a des interrogations sur la croissance en lien avec l'impact de la guerre commerciale. Mais ce qui a changé, ça a commencé en fait au début de l'année avec la Fed, et ça s'est poursuivi ces dernières semaines, c'est que aussi bien la BCE que la Fed continuent, en fait, ont accentué leur discours plutôt accommodant, avec maintenant une attente que quasiment la Fed baisse ses taux, semble-t-il, dès ce mois-ci ou le mois prochain. Alors que, je rappelle qu'en décembre dernier, la Fed avait un discours assez agressif et le consensus attendait pratiquement à 3 hausses de taux en 2019, et on est passé de 3 hausses de taux à peut-être 1 ou 2, voire 3 dans les 12 prochains mois. Alors ça s'est traduit notamment sur le 10 ans US, qui est passé d'un plus haut à 3,30 en octobre dernier, et qui a quasiment frôlé les 2% la semaine dernière. Donc c'est quand même une variation très importante, et qui du coup, même s'il y a un peu de pessimisme sur les marchés, cet effet, ce put Fed, comme on dit, quelque part empêche le marché de baisser, ou quelque part entretient un certain optimisme, ou le fait que quoi qu'il arrive, en gros, les banques centrales vont être à la manœuvre, et là elles le sont vraiment. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que le verre est à moitié vide, également? Parce que si la Fed, alors que les données macroéconomiques semblent plutôt positives aux États-Unis, commence à s'alarmer et à envisager une baisse de taux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond outre-Atlantique. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est pourquoi un tel revirement et aussi rapidement. Alors certains, effectivement, quand on regarde les chiffres, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. L'économie américaine est assez résistante. Il y a juste 2 chiffres qui ont un peu inquiété. Un, c'était les créations d'emplois en mars. Mais à l'époque, on pouvait se dire qu'on sortait du shutdown et ces fermetures des administrations qui faisaient que finalement les chiffres étaient plus au mois le mois, manquaient éventuellement d'éléments statistiques, donc c'était pas forcément important. Et effectivement, les mois d'après, quand le chiffre a été corrigé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait finalement rien de très méchant. Et puis là, sur les créations d'emplois au mois de mai, on est ressorti à 70 000 en gros, alors qu'on est depuis quasiment 9 ans autour de 200 000 par mois. Donc là, c'est vraiment un mauvais chiffre. Il va falloir voir ce que ça signifie. Est-ce que c'est juste temporaire, sachant qu'en plus, les créations du mois précédent avaient aussi été revues en baisse. Alors là aussi, il y a toujours 2 façons de voir les choses. La plus probable, c'est que l'économie américaine commence à ralentir sous l'impact de la guerre commerciale et des hausses de taxes. Mais une autre façon, ça pourrait être aussi de dire que finalement, comme ils sont au plein emploi, les entreprises n'arrivent plus à recruter, et donc on crée moins d'emplois, non pas parce que ça va mal, mais juste parce qu'il n'y a plus assez de gens sur le marché. Et du coup, ça serait, si cette hypothèse est la bonne, ça veut dire que ça pèsera quand même sur la croissance, qu'il y a moins de bras disponibles, ça fait qu'on croît moins vite, mais si c'était cela, ça veut dire que ça va quand même pas si mal. Toujours est-il qu'à court terme... Mais dans ce cas-là, on ne baisse pas les taux. Voilà. Mais toujours est-il qu'à court terme, dans les 2 cas, dans le scénario pessimiste, les signes annonciateurs sont pour l'instant, ça tient, on va dire. Et si c'est un petit peu moins bon, effectivement. Mais globalement, on a l'impression que la Fed anticipe plus qu'elle ne constate. Et en ce sens, on a l'impression qu'elle en fait trop. Alors, 2 explications possibles. La première, c'est qu'elle est passée aux ordres de Trump, ce qui ne serait pas dans sa vocation, normalement, puisque la Fed doit être indépendante du pouvoir politique. Mais on a quand même l'impression que la Fed a rejoint le camp Trump, d'une certaine façon. Et une façon, à ce moment-là, de lire cette prudence, ça serait de dire, effectivement, on est dans un bras de fer commercial, politique et commercial, qui est assez fort avec la Chine. Et du coup, la Fed se prépare, anticipe, en quelque sorte, se donne des munitions pour soutenir l'économie dans l'hypothèse
où ces négociations n'aboutiraient pas. Donc on pourrait dire que politiquement parlant, en fait, ils rechargent la carabine pour être prêts à la confrontation et montrer aux Chinois qu'en gros, ils ne céderont pas et que du coup, dès maintenant, ils soufflent ils renvoient de l'air dans l'économie, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement, juste pour que, si ça tourne mal... L'anticipation d'un choc voilà. éventuel. C'est là que tout dépend après de ce qui va se passer, c'est que si fin juin, il y a un accord, au moins de façade, entre Trump et les Chinois, on peut imaginer que ça va laisser un bol d'air au marché, et du coup, normalement, on devrait voir les taux qui se retendent. Mais ce qui est un peu surprenant, en fait, aujourd'hui, c'est de voir que les banques centrales souffrent, disons quelque part, sont à la manœuvre, donnent de la voix pour assouplir les choses. Alors, bien entendu, la Fed a dit ça, donc la BCE ne pouvait que suivre, donc maintenant, elle a dit qu'elle ne monterait pas ses taux avant mi-2020. Et ce qui est quand même très gênant, c'est qu'en Europe, à partir du moment où la Fed est dans un mode où elle va commencer à baisser ses taux, on voit mal comment la Banque centrale européenne pourrait commencer à les monter l'année prochaine, sachant que la croissance européenne a toujours été en dessous de celle des États-Unis, même si pour l'instant elle résiste à peu près. Donc vous voulez dire que si on a un choc, on n'a pas de marge de manœuvre? Le problème de l'Europe, c'est que les États-Unis ils ont rechargé le fusil avec des taux à 2,25, 2,50 et qu'ils peuvent se permettre de les baisser. En Europe, on n'a même pas commencé à les remonter, que déjà, si ça ralentissait aux États-Unis, nous, on serait coincés au milieu avec ça. Donc, c'est-à-dire que mais concrètement, au-delà du fait que ça pourrait ralentir en Europe, il y a le fait que la BCE moi, j'imagine pas que la BCE commence à remonter ses taux si la Fed est engagée pour 2 ans, 2 ans et demi à la baisse. Donc, ça veut dire pour les marchés que, en tout cas en Europe, les taux vont rester bas très, très longtemps. Alors que l'année dernière, on pouvait penser en début d'année que les taux allaient remonter, donc on se dit ok, ils sont bas, mais ça ne va pas durer. Finalement, il s'avère qu'ils sont bas longtemps, et là, avec la Fed en plus qui change son fusil d'épaule, là, c'est peut-être pour très longtemps. Est-ce qu'en termes d'allocation, ça ne donne pas une certaine visibilité aux détenteurs d'obligations? Puisqu'on s'était dit déjà, ça ne peut pas aller plus bas, je parle des taux. C'est vrai. Et puis finalement, ils continuent de baisser. Alors pour les détenteurs d'obligations, il y a 2 aspects. Il y a le risque de moins-value en cas de remontée des taux. Oui, c'est vrai, pour l'instant, il s'est un petit peu écarté, objectivement. Mais en même temps, les taux, notamment ces dernières, autant les marchés actions se sont un petit peu repris, autant les taux tutoient à nouveau les plus bas d'il y a 1 an et demi. On est même presque en dessous. On a le 10 ans allemand a quasiment touché les moins 0,28. Le 10 ans français a touché 0,08. On est quasiment proche de 0. Bon, on avait dit aussi côté US, on avait baissé de plus de 1 point, ce qui est énorme. Mais quelque part, aujourd'hui, acheter des obligations d'État ne fait de sens. On ne les achète pas pour le rendement, puisque ça rapporte quasiment rien. On ne peut les acheter que si on a très peur de perdre de l'argent ailleurs et que si ça va mal, les taux vont encore baisser et donc ces titres vont s'apprécier. Il faut voir d'où on part. On est à moins 0,28 en Allemagne, on est à 0,08 en France. Donc que des institutionnels se sentent obligés d'en acheter parce qu'en face, leurs liquidités sont rémunérées à moins 0,40, ça peut se comprendre. Mais pour des particuliers, plutôt que garder du cash tranquillement, je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Donc il faut se porter sur les actions? Eh bien, quelque part, je trouve que l'obligataire aujourd'hui, enfin en tout cas l'obligataire souverain ou peu risqué mais ne rapporte quasiment rien. Dans l'obligataire, si on veut du rendement au-delà de 1 ou 2%, on est obligé d'aller sur des obligations qui ont un vrai risque de signature. On l'a vu récemment avec la mise sous sauvegarde de Rallye, dans les obligations traitées à 5-6%, puis maintenant elles traitent à 20, 25%, on ne sait pas ce qu'ils vont récupérer. Mais disons qu'aujourd'hui, aller chercher des rendements au-delà de 2-3%, c'est s'exposer vraiment au risque de signature. A fortiori, si on craint que l'économie ne ralentisse un petit peu, c'est un compartiment qui est très à risque. Donc aujourd'hui, je pense que la rémunération ne rémunère pas le risque. Alors pour ce qui est des actions, c'est vrai que d'un point de vue en valorisation absolue, on n'est pas sur des niveaux extravagants. Enfin, ça fait des années qu'on n'est pas sur des niveaux extravagants d'ailleurs. Les résultats des entreprises continuent de s'améliorer, en tout cas pour l'instant. Et les entreprises servent quand même des rendements de dividendes qui sont, ça dépend un petit peu des secteurs et des tailles d'entreprise, mais qui sont entre 2 et 5, 7 voire 8%. Enfin, 8%. En moyenne, on va dire qu'avec un portefeuille action, on peut facilement avoir du 4 de rendement sur la base des coupons. Alors bien sûr, la question c'est est-ce que la valorisation est raisonnable, parce que si on a un bon coupon mais que les actions baissent, ça ne compense pas évidemment. Mais je dirais, pour ce qui est de la façon d'aborder le marché action aujourd'hui, il y a peut-être 2 façons de le considérer. Si c'est en tant qu'un actif risqué, aujourd'hui il faut en avoir mais pas trop, parce qu'il y a quand même un risque de détérioration économique qui pourrait finir par peser sur les actions, mais en même temps,
Alors que l'alternative historique, c'était d'avoir soit du monétaire qui rapportait 2-3% et des obligations qui, je vous rappelle, il n'y a même pas 5-7 ans, rapportaient du 4-5. Aujourd'hui, il n'y a pas cette alternative. Donc aujourd'hui, on est entre 0 et quelque chose qui rapporte potentiellement de l'argent, mais qui est risqué. Donc peut-être, dans la façon de structurer les portefeuilles, c'est que, puisqu'on peut avoir moins d'obligations, se forcer à avoir des actions, mais des actions qui ont un profil, je dirais, plus sécuritaire ou pas bon de proxy, mais en tout cas qui offrent une alternative intéressante aux obligations. Et c'est là qu'on serait plutôt sur des actions de société à croissance. L'idée, c'est qu'on est dans un environnement, il y a des incertitudes sur la croissance économique. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas monter en France à 4%, et on ne va pas non plus tomber a priori à -2. Donc le plus probable, c'est quand même qu'on soit dans cette croissance molle qui nous caractérise depuis 2011, c'est-à-dire quelque chose entre 1 et 2% de croissance du PIB par an, avec finalement une inflation assez modérée, en tout cas pour l'instant. Et donc dans ce scénario-là, les entreprises qui finalement tirent leur épingle du jeu sont celles qui sont sur des marchés en croissance modeste mais un peu supérieure au PIB, qui ont des forces intrinsèques qui sont bonnes et qui surtout ont des modèles de croissance durables, pas trop cycliques et visibles. Donc typiquement ces sociétés-là, d'ailleurs c'est celles qui ont le mieux marché depuis 15 ans objectivement, c'est-à-dire que celles-là elles vont continuer leur chemin, je ne dirais pas quoi qu'il arrive, mais elles font... alors parfois elles se payent un petit peu cher, mais elles ne sont pas non plus... Enfin tout le monde n'est pas comme Hermès à 40 fois les résultats, voire L'Oréal à 30. Mais même si c'était comme LVMH, on est à 22 fois les résultats. C'est vrai qu'il y a une petite question sur la Chine, mais il y a quand même un certain nombre de sociétés, dirons-nous, qui offrent des croissances durables, avec des générations de cash qui sont assez bonnes, des dividendes qui sont assez corrects, et sur lesquels, quelque part, si on n'investit pas dans un horizon de 6 mois, mais dans un horizon de 5, voire 10 ans, sont intéressants. Alors, je prends l'exemple de Total. Aujourd'hui, investir dans une obligation Total à 10 ans, ça rapporte du 0,5. Investir dans l'action Total, c'est un dividende qui rapporte autour de 5% aujourd'hui, qui en gros peut être servi, il faudrait que le pétrole tombe en dessous de $50 pendant plusieurs années pour que la société ne soit plus capable de le payer, ce qui paraît aujourd'hui peu probable. Sans toute vraisemblance, le pétrole il va être entre 40 et $80 pour être très très large au cours des 10 prochaines années. Alors à 30 ans, 50 ans, le monde aura peut-être moins besoin de pétrole. Cela dit, ces sociétés seront peut-être allées plus vers le renouvelable entre-temps, mais enfin, en tout cas, sur les 10 prochaines années, le pétrole ne va pas s'arrêter. À moyen terme, on ne voit pas, en effet, de décrochage. Voilà, non, mais si on prend une boîte comme Total, typiquement, en obligataire, on achète du 10 ans qui vous rapporte 0,5. Si on achète l'action, on a à peu près un dividende qui va être stable ou en progression sur 10 ans, donc il va vous rapporter entre 25 et 30 euros. Pour une action qui vaut 45 aujourd'hui. Donc pour que ce soit perdant d'être en action plutôt qu'en obligation, il faudrait que l'action Total, dans 10 ans, elle soit tombée à moins de 20 euros et qu'ils aient coupé leurs dividendes. Ça paraît objectivement très peu probable. Donc pour quelqu'un qui a le temps, compte tenu de la robustesse de ces métiers, je trouve qu'il y a un peu des actions comme celle-ci, mais qui est un petit exemple, où aujourd'hui, l'alternative, on est quand même plus à l'aise avec des actions qu'avec des obligations. Et puis, si vraiment les choses allaient très mal, ça veut dire une récession, un pays comme la France, par exemple. En 2009, en gros, on était à 60-70% de dette sur PIB, on est passé à 100. Là, aujourd'hui, on maintient à peu près l'équilibre, mais si l'économie ralentissait quelques années, peut-être pas aussi mal qu'en 2009, enfin, une bonne petite récession, on passe à 125-130 en 2-3 ans. Et là, on se retrouve dans une situation plus proche de la Grèce, avec, du coup, soit une tension brutale sur les taux d'intérêt, et là, des obligations qui perdent beaucoup de valeur, soit, même plus probable, le risque qu'un jour, en fait, les obligations ne soient pas remboursées. Donc, vous voulez parler d'asymétrie du risque entre les obligations et les actions. Et si on nettoie tout ça avec de l'inflation, ce qui, quand même, aujourd'hui, personne n'y pense, mais peut-être qu'un jour, les États imprimeront beaucoup d'argent pour nettoyer leurs dettes, finalement, d'une autre façon, et bien, dans ces cas-là, il vaudrait mieux avoir des actifs tangibles, des entreprises ou de l'immobilier, qui, quelque part, seront davantage protégés de l'inflation que ne le sont des papiers fixes. Alain, merci. Voilà.